Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas mis les plus de 25 ans à l'honneur. Aujourd'hui, fini les amourettes de lycée, on parle de sujets balèzes, des problèmes de grands. On m'a posé la question en message privé tout à l'heure, mais est-ce que les problèmes de grands, ça inclut les histoires de parents, de maternité et tout? Mais grave! Donc let's go, action! Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de 25-35 ans. Problème de grands, en vrai il faudrait vraiment que je change le nom de ce concept parce qu'en réalité 25-35 ans ça fait quand même une petite fourchette et j'ai de plus en plus de personnes de plus de 35 ans qui me suivent, donc il serait temps que j'actualise. Ce sera peut-être déjà fait en fait au moment où cette vidéo sort. Bref, pour la réaliser comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter par message privé vos problèmes de grands, du coup vos problèmes de darons, vos problèmes de personnes qui sont dans la vie active, que ce soit des problèmes relationnels du style amour, amitié, ou que ce soit des problèmes autour de la famille type maternité, etc. On s'autorise tous les sujets dans les problèmes de grands, alors c'est parti. On démarre dans l'archi-vif du sujet. Une Gertrude qui a des problèmes de grands et des vrais. Si jamais tu te poses la question de tiens, est-ce que j'aurais envie d'avoir un enfant maintenant? Est-ce que je me sens prêt ou prête? Attention, ça peut amener à réfléchir un peu plus longuement. Je te lis l'histoire et on en parle. Bonjour. Tu sais, quand on fait des problèmes de grands, c'est beaucoup plus cordial. Bonjour. Bonjour madame. En devenant parent, je trouve difficile de tout concilier. Le bébé, entre parenthèses les nuits blanches, l'allaitement, la maladie, le mode de garde, mon corps qui change, entre parenthèses personnellement j'ai eu une césarienne avec des complications longues donc j'ai eu des douleurs plus. Trouver du temps pour soi, entre parenthèses aller chez le coiffeur, lire un livre, etc. Personnellement lire un livre j'ai juste oublié l'affaire mais bon. Se reposer, important. Nos rôles qui ont changé, entre parenthèses être un couple versus devenir des parents. Le travail, le quotidien, entre parenthèses les courses, le ménage, l'administration, tout ça. La vie perso, les amis, la famille, les soirées, les hobbies et la fatigue qui va aussi avec se reposer finalement. Et en plus il faut trouver un créneau pour le sexe entre les règles. Bonne journée. Hashtag problème de grand, du coup. Ma Gertrude, ça fait combien de temps que t'es parent? Vu les messages que tu m'as envoyés avant, j'ai l'impression que ça fait au moins 3-4 ans que t'es maman et du coup je me dis waouh, ça veut dire qu'en fait à 3-4 ans on galère toujours autant? Parce que là moi mon fils il a 9 mois, tu vois, je me dis ouais bon ça va, je suis dans la galère et tout, mais ça va aller, quand il sera plus grand je m'en sortirai. Sauf que vu ce que tu me racontes je me dis alors comment on fait pour concilier tout ça? Si je m'en tiens à mon expérience et à celle des néo-mamans et néo-parents que j'ai autour de moi, j'ai envie de te dire, la réalité c'est que t'as même pas le temps de te poser la question, t'avances. T'as pas le temps de te poser la question parce que si tu te poses la question, tu regardes en l'air, tu vois la montagne qu'il y a à traverser et tu fais j'y arriverai jamais. Et du coup, en tout cas, vraiment, c'est comme ça que j'ai l'impression que les parents autour de moi vivent cette situation. C'est vraiment, on avance et on se pose pas de questions parce que si on se pose la question, si on prend le temps de se poser la question, on flanche. Et c'est vraiment ça. Tous les matins, voire toutes les nuits, t'entends baby qui pleure, tu te lèves, tu vas le chercher et tu démarres la journée. Et c'est comme si t'étais un automate. Tu te lèves, tu vas le chercher, tu changes la couche, tu l'habilles, tu donnes à manger. Éventuellement, si t'as de la chance, tu l'emmènes à la crèche ou tu l'emmènes à la nounou. Ou sinon, si t'as pas de chance et que t'as pas trouvé de place en crèche ni chez la nounou, tu gardes à la maison. Du coup, tu t'en occupes toute la journée, donc t'as pas le temps de bosser, etc. Et pareil, le soir, tu vas chercher baby, tu joues un peu avec, le bain, on mange, dodo. Enfin bref, c'est vraiment la routine hyper millimétrée. Et quand tu m'expliques que dans tout ça, tu cherches un petit peu ta place pour te reposer, ta place en tant que couple, j'ai quand même l'impression, et c'est pour ça que ça m'inquiète un petit peu quand je vois ce que tu me racontes, alors que ça fait 3-4 ans que t'es parent, qu'au bout d'un moment, les choses se rythment et que du coup, on trouve un créneau. Notamment, par exemple, en fonction des familles, ça peut différer, mais tu vois, entre 2-3 mois de l'enfant et admettons 10-11 mois de l'enfant, il y a quand même un moment où les rythmes de sommeil sont établis et vers 20h-21h, ton baby il dort et ça te laisse 1 heure ou 2 pour profiter avec ton amoureux ou avec ton amoureuse. Alors c'est hyper dur parce que du coup, dans ce seul créneau là, après t'as aussi les week-ends et les siestes, tu vois, mais en tout cas dans la semaine, ce seul créneau là d'1 heure ou 2, faut en profiter parce qu'en fait il est précieux. Donc à mon sens, il n'y a plus vraiment le temps pour on va chiller devant la télé, notamment si on a envie de retrouver une intimité dans le couple, parce que attention, comme tu le sais, l'arrivée d'un bébé c'est un raz-de-marée dans ton couple, on se retrouve parent avant d'être amoureux et le rôle de parent prend toute la place parce que tout est tellement bouleversé et comme tu es en plein apprentissage d'être parent, t'as même plus le temps d'être un couple au début. On devient colocataire, c'est vraiment très difficile à vivre. Mais heureusement ça ne dure qu'un temps. En revanche, si tu veux que ça dure effectivement qu'un temps, le moment où tout à coup tu as de nouveau ces 2 fameuses heures si précieuses par jour, et oui je dis 2 heures parce que même si ton bébé il se couche à 19h, en réalité l'objectif c'est évidemment de passer un peu de temps avec ton amoureux ou ton amoureuse, mais c'est de dormir aussi parce que baby potentiellement il se lève à 6h du matin voire plus tôt et là t'as pas le choix en fait. Quand baby est réveillé, toujours pareil, ça correspond à un certain créneau parce qu'après une fois qu'ils ont 2-3 ans, j'ai cru comprendre que tu peux apprendre à ton enfant à rester tranquillement et sagement dans sa chambre en train de regarder des livres. Tu vois, j'ai une copine qui fait ça avec sa fille, ça a l'air merveilleux. Mais bon, moi pour l'instant mon baby il a 9 mois, s'il pleure je suis obligée de me lever, tu vois. Bref, tu te couches tôt parce que t'as besoin de récupérer en fait. Et donc ces 2 fameuses heures qui sont si précieuses, il faut en profiter, faut pas en faire n'importe quoi. C'est 2 heures de temps libre en fait, c'est 2 seules heures de temps libre dans la journée, de temps libre à 2 j'entends. Si vous les utilisez pour être sur vos téléphones chacun,
l'intimité du couple elle reviendra jamais en fait. C'est quelque chose qui se travaille et en plus le pire c'est que potentiellement au départ t'en as même pas très envie. Tu sais, tu te dis ouais vas-y de toute façon l'autre m'a saoulé parce que ça, moi j'en fais plus sur ça, l'autre se dit la même chose sur d'autres sujets et tu sais il y a une tension dans le couple à ce moment là qu'il faut absolument apaiser. Et effectivement dans les premiers temps bah c'est pas hyper fun tu vois, clairement tu préfères rester sur Insta plutôt que d'aller faire des caresses à l'autre alors qu'il t'a gonflé tu vois, mais il faut travailler ça parce qu'en fait sinon dans 6 mois il y a plus de couple. Donc voilà, comment on fait pour concilier tout ça? On avance et on se met les œillères parce que sinon bah on tient pas. Éventuellement on se fait aider mais bon tout le monde n'a pas la chance d'avoir de l'aide donc partons en mode difficile comme ça pourra toucher tout le monde. T'avances et dès que t'as une petite heure précieuse dans la journée, cette fameuse heure où tu peux faire un peu ce que tu veux, il faut la savourer et surtout il faut l'utiliser à bon escient. Bien entendu t'as le droit de passer un peu de temps sur ton téléphone si ça te fait du bien, mais utiliser ce temps précieux pour reconnecter avec son partenaire, retrouver une intimité. Je te parle même pas forcément de coucher ensemble parce que en réalité il y a beaucoup de jeunes parents qui ne couchent simplement plus ensemble parce qu'il y a eu tellement de tension, on a tellement plus d'intimité que du coup bah t'as même plus envie de coucher avec l'autre parce que tu sais faire l'amour avec quelqu'un ça nécessite une certaine intimité, ça nécessite une certaine complicité que potentiellement tu peux perdre au début de ton rôle de parent. Donc il faut retravailler tout ça, c'est hyper important parce que si tu le travailles pas il y a plus de couple. Enfin on devient des colocataires, on devient des parents mais on n'est plus un couple et c'est dommage. En principe si t'as fait un enfant avec cette personne t'as pas envie d'en arriver là, donc il faut se mettre un petit coup de pied au derrière et il faut travailler là-dessus. Et je te dis on n'est pas obligé de faire l'amour, juste retrouver un petit moment d'intimité, se faire des câlins, se dire des mots doux, essayer de reconnecter, ça peut prendre du temps mais c'est vraiment hyper important. Question intéressante, on parle pas assez de belles mamans. Parlons-en, notamment des belles mamans qui sont intrusives, parce que sinon c'est pas drôle. C'est Gertrude qui me raconte: coucou, je suis enceinte après 4 ans d'essai. Bravo, 4 ans c'est si long, je suis trop contente pour vous. Nous sommes sur un petit nuage, mais le problème de la belle-mère se pose. Mes 2 belles-sœurs sont tombées enceintes avant moi. J'ai pu constater comment ma belle-mère se comportait avec elle, et honnêtement, ça me fait peur. Je ne suis qu'à 4 mois de grossesse, et déjà elle se permet des remarques du genre que je serais bien capable de boire pendant ma grossesse, entre parenthèses, alors que déjà je ne bois pas de base, et puis surtout, enfin, ton corps, ton choix. Évidemment il est déconseillé de boire pendant la grossesse. Moi honnêtement ça m'est arrivé de boire 1 ou 2 coupettes de champagne, tout va bien hein. C'est toujours pareil, il s'agit pas de te mettre une caisse mais t'as le droit de tremper tes lèvres dans une coupe de champagne, il y a un moment faut arrêter quoi. Elle serait aussi capable de débarquer à la maternité après l'accouchement sans tenir compte du fait que je souhaite profiter de ces premiers moments uniquement avec mon conjoint et notre bébé. Je vais y revenir mais t'inquiète pas, normalement là-dessus ça devrait aller. J'essaie tant bien que mal de la remettre à sa place sans pour autant lui rentrer dedans à proprement parler parce que c'est tout de même la mère de mon conjoint. Pareil on va y revenir, c'est un point effectivement très important. Mais je tiens à lui imposer des limites claires, c'est notre bébé, ce sont nos décisions et je veux qu'elle reste à sa place. Que me conseilles-tu? Hashtag problème de grand. C'est hyper important ce que tu racontes parce que effectivement c'est ta belle-mère, c'est la mère de ton conjoint et c'est la grand-mère de cet enfant, donc on n'a pas du tout envie d'être brouillé avec les grands-parents. Enfin tu sais, il y a un moment, we are family. Enfin on n'a pas envie que ce soit la merde. Donc je comprends tout à fait le fait que tu aies besoin et envie de garder des bonnes relations avec ta belle-mère. Maintenant, comme tu l'as dit en fait, c'est la mère de ton conjoint. Donc si t'as besoin qu'elle respecte certaines limites sans que ça foute la merde, il attend quoi ton mec pour dire à sa mère: maman stop là, stop, juste reste à ta place? Il attend quoi? Pour moi, après ça m'est très personnel hein, mais c'est ma vision des choses, chacun gère ses propres parents dans la famille. Parce que tu sais, toi le coparent et votre enfant vous créez une famille, moi je suis responsable de mes parents, de leurs qualités comme de leurs défauts, et toi t'es responsable de tes parents, de leurs qualités comme de leurs défauts. Typiquement, si t'as quelque chose d'agréable à demander à tes parents, c'est pas moi qui vais le faire, c'est toi. Pourquoi? Parce que t'es beaucoup plus à l'aise avec tes parents et parce que c'est presque une question de politesse, tu vois. Si t'as quelque chose à demander à tes parents, c'est toi qui le fais. De la même façon que s'il y a quelque chose de désagréable à demander à mes parents, je vais pas te demander de le faire. Non, c'est moi qui vais aller porter mes ovaires et dire à mes parents: écoute, il y a ça qui va pas, ou alors il y a ça qui va, enfin bref. Chacun est responsable de ses propres parents, de sa propre famille, parce que simplement ça évite les tensions. J'aurais beaucoup moins de mal à dire quelque chose de désagréable à mes parents que mon conjoint. Donc moi Gertrude, comment faire pour que ta belle-mère elle comprenne que c'est votre enfant, pas le sien, et qu'il faut qu'elle respecte vos limites? Moi j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il fout ton mec? Qu'est-ce qu'il attend pour dire maman tu me saoules? Parce que si c'est toi qui le fais, tu vas passer pour la méchante, pour la briseuse de famille, pour gna gna gna, alors que si c'est lui qui le fait, bah sa mère elle aura juste pas d'autre choix que d'accepter et de se dire: ah mon fils ça y est, c'est un grand, c'est un homme et je vais respecter ses choix, tu vois, parce que c'est le rôle des parents et cette femme est quand même la mère de ton mec. Donc c'est à lui de la gérer. C'est à toi d'avoir cette conversation avec lui en lui disant: écoute, moi il y a ça qui me dérange, ça qui me dérange, ça qui me dérange, ça me fout la pression, je n'aime pas ça, j'ai besoin que tu me protèges. Meuf, t'es enceinte, t'es en train de fabriquer un être humain. Tout le stress que tu vas emmagasiner, je sais pas si ça peut faire du mal au bébé, mais dans tous les cas ça lui fera pas du bien, tu vois. Donc ménage-toi et laisse les problèmes que ton mec doit gérer à ton
mec en fait. Ton mec il est censé te protéger pendant ta grossesse et même après en fait. On se protège l'un l'autre de toute façon dans un couple, mais en plus il est censé te protéger des défauts de sa propre famille. Comme je te le disais, c'est son problème à lui de gérer ça. Donc parle-lui à ton mec et il faut qu'il agisse. Honnêtement, s'il fait rien, fais-le regarder cet extrait de vidéo, j'en sais rien, mais gros, bouge-toi, c'est ton taf. Notamment parce que ta femme, elle est enceinte, elle a pas besoin de stress, elle a pas besoin de mauvaises idées dans la tête, donc vraiment, mais décharge-la de ça quoi. Elle est déjà en train de fabriquer le baby, tu peux peut-être gérer 2-3 trucs. Maintenant, de toute façon, tu me dis que t'as peur qu'elle débarque à la maternité alors que toi tu veux surtout pas que quelqu'un vienne te voir et oh my god, mais comme je comprends. Je vais te raconter un truc qu'on m'a raconté pendant ma préparation à la grossesse et puis de toute façon quand j'étais à l'hôpital, moi j'ai couché à l'hôpital, c'était très bien d'ailleurs, bref, j'ai fait une vidéo là-dessus si tu veux le voir. À cause du Covid, ou grâce au Covid d'ailleurs, les visiteurs ne sont plus admis à la maternité. Ce qui fait que de toute façon, même si tu voulais que quelqu'un vienne te voir à la maternité, et honnêtement, avant ça me paraissait évident d'aller voir les gens à la maternité, mais maintenant je comprends, maintenant que j'ai accouché et que je suis passée par là, personne n'a envie d'être dérangé alors qu'il ou elle vient d'accoucher. Personne. Enfin, à part si vraiment t'es très proche de la personne qui va venir te visiter et que ça te fait trop plaisir d'avoir sa visite, en principe, tu n'as pas envie d'être dérangé alors que tu viens d'accoucher. Que ce soit par césarienne, que ce soit par voie basse, à ce moment-là, t'as le corps en vrac, tu sens la transpi à balle, t'es fatigué, t'as un bébé qui pleure non-stop. T'as pas envie de faire des risettes à des gens, t'as pas envie de devoir te pomponner pour recevoir du monde. Non. Donc de toute façon, en principe, alors je sais pas comment ça évolue en matière de Covid et de gestes barrières, etc. au niveau des hôpitaux, mais en principe, de toute façon, les visiteurs ne sont pas admis, et quand bien même ils seraient admis, déjà t'es pas obligé, vous n'êtes pas obligé de lui communiquer l'hôpital où tu vas accoucher, le numéro de la chambre, etc. Et encore une fois, de toute façon, ton mec doit mettre des limites avec sa mère. Maman, ma meuf vient d'accoucher, ah super, je viens vous voir. Non, on a envie de rester tous les deux. Et en fait, si ton mec il te dit ah mais j'ai peur de lui faire de la peine, nanana, en fait il y a un moment, t'es sa meuf. Faire de la peine à ta mère parce qu'elle comprend pas que dans la vie il y a des limites, c'est pas mon problème. Ouais, tu vas lui faire de la peine, mais c'est pas mon problème. En fait, à ce moment-là, c'est moi qui passe avant. Je suis désolée que ta mère, elle soit un peu tristounettes parce qu'elle pourra pas outrepasser mes limites, mais en fait c'est non, c'est un non catégorique. Voilà, il faut que vous en discutiez. Et encore une fois, c'est le problème de ton mec à gérer. Toi qui regardes cette vidéo, si t'as déjà été confronté à ça, n'hésite pas à nous raconter comment t'as fait ou comment tu fais en ce moment pour gérer ça. Mais voilà, pour moi, chacun gère ses propres parents et les cochons seront bien gardés. Je prends cette histoire dans mon problème de grand. En vrai, j'aurais pu la prendre dans problème d'ado, j'aurais pu la prendre dans n'importe quelle vidéo, tellement ça peut s'appliquer à tout le monde. C'est Gertrude qui me dit: Hello Nadia, problème de grand, est-ce que c'est une bonne idée de commencer à voir quelqu'un qui n'a pas du tout le même rythme de vie que soi? Il s'agit d'un artiste qui est toujours aux quatre coins du globe, quand moi j'ai 28 ans et un CDI à Paris. Hashtag problème de grand. Alors, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu connais mon avis sur les relations à distance. Pour moi, une relation à distance, c'est quand même beaucoup de souffrance pour très peu de bonheur. Alors, très peu de bonheur très intense, mais quand même très peu de bonheur. On est triste et frustré en permanence que notre amoureux ou notre amoureuse ne soit pas près de nous, parce que ça m'est très personnel de nouveau, mais bon, à mon sens, une relation de couple, c'est deux personnes qui s'aiment, ok, mais qui se voient régulièrement, voire tous les jours. Alors, certaines personnes ont besoin d'un petit peu plus d'indépendance et vont aller très bien si ils ou elles ne voient leur partenaire que une fois par semaine, voire une fois tous les 2 semaines, très bien, grand bien leur face. Toujours est-il qu'une relation de couple, ça se construit dans la vraie vie. Donc là, tu m'expliques, ma Gertrude, que toi, t'es en CDI à Paris. Très bien, grand bien te fasse, si c'est le choix de vie qui te correspond, mais en fait, tu t'apprêtes à te mettre en couple avec quelqu'un qui va être perpétuellement aux quatre coins du globe, comme tu dis, qui va vivre des trucs de fou, du coup, parce que si c'est un artiste qui voyage de ouf, j'imagine, pour montrer ses œuvres, etc., tu sais, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va rencontrer énormément de gens, qui va te raconter ce qu'il va vivre. Toi, potentiellement, ça va te mettre en insécurité, parce que tu vas te dire, oh là là, mais il est tout le temps en train de rencontrer des nouvelles personnes, et moi je suis là à Paris. Enfin, tu sais, il faudrait pas que ça te mette en insécurité. Et en même temps, de l'autre côté, j'ai envie de te dire, si t'as eu un coup de cœur pour cette personne, il faut tenter. C'est difficile, honnêtement. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je dirais que ça dépend de ta sensibilité. Si toi, t'es ok avec le fait de voir ton mec ou ta meuf une fois par mois, ou 2 ou 3 fois par mois, d'accord. Si c'est pas ok pour toi, c'est déjà une moins bonne idée. Est-ce que tu as tendance à être en insécurité ou pas? Est-ce que t'as besoin de beaucoup être assuré ou pas? Parce que pareil, comme je te le disais, s'il voyage de ouf, bah déjà tu vas pas beaucoup le voir, mais encore une fois, il va rencontrer un maximum de nouvelles personnes, il va faire la fête et tout. Enfin, tu sais, il faut avoir les épaules pour supporter ça. Il faut avoir une confiance en soi assez importante pour supporter que son mec ou sa meuf ait une vie aussi riche, notamment une vie sociale, pendant que nous, on reste tranquillou à la maison à Paris, tu vois. Donc à toi de voir, ma Gertrude. Dans tous les cas, outre tous ces questionnements-là, je pars quand même du principe que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous fait vibrer, mais qui nous fait vibrer réellement, tu vois, qui nous fait du bien et qui a l'air d'avoir les mêmes valeurs que nous, ça vaut le coup de tenter, même si, attention, un couple qui fonctionne, oui, ce sont deux personnes qui vibrent ensemble, ce sont deux personnes qui ont les mêmes valeurs, mais ce sont aussi deux personnes qui ont les mêmes projets. Parce que si on n'a pas les mêmes projets, ça veut dire que oui, on va passer un bout de chemin ensemble, et c'est toujours ça de gagner, hein, c'est très bien. Mais si on n'a pas les mêmes projets, ça veut dire qu'on fera juste un bout de chemin ensemble, on fera pas tout le chemin ensemble. Par projet, par exemple, j'entends, est-ce qu'on veut des enfants ou pas? Si toi tu veux des enfants et que moi j'en veux pas, c'est sûr et certain, en partant du principe qu'on changera pas la vie, qu'on fera juste un bout de chemin ensemble, parce qu'on ne force personne à avoir un enfant, mais on force personne à pas en avoir non plus. De la même façon,
si toi, ton objectif de vie c'est continuer à voyager aux quatre coins du globe en permanence, alors que moi mon objectif c'est d'avoir un emploi stable parce que ça me rassure, pareil, on fera qu'un bout de chemin ensemble. Mais à toi de voir, si faire un bout de chemin avec cette personne ça te convient, bah ouais, vas-y en fait. Si tu cherches d'ores et déjà une relation stable et qui va durer sur du long terme parce que t'as envie de t'engager de toutes les manières possibles et imaginables, bah dans ce cas non, c'est pas une bonne idée. À toi de voir. Attention celles et ceux qui aiment les romans à l'eau de rose, cette histoire va grave vous plaire, c'est romantique à souhait, moi j'adore. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. J'ai actuellement 28 ans et j'ai rencontré un garçon quand j'étais au collège alors que je faisais de l'athlétisme. Coup de foudre. Je sors avec lui au lycée 1 an, on se sépare à ma demande. Pendant des années il est revenu vers moi pour qu'on ressorte ensemble. On s'est tourné autour alors qu'on était en couple chacun de notre côté. Ça rendait d'ailleurs nos partenaires jaloux. Il y a 5 ans on a été plan cul, je suis retombée amoureuse, il a dit qu'il ne se sentait pas prêt. Je l'ai bloqué de partout. Il est revenu il y a 3 ans alors que j'étais en couple, donc je l'ai envoyé sur les roses parce que je suis ultra fidèle. Et là on se reparle depuis mai dernier, on est célibataire depuis août. Ok. Je lui ai fait une déclaration début septembre après avoir eu un déclic. Il est l'homme de ma vie, je le savais au fond de mes tripes. Il a dit qu'il allait envisager les choses sous un autre angle. On s'est beaucoup rapprochés, je me suis dit que c'était bien parti, mais il est devenu distant. Il n'avait pas l'air bien, presque pas de nouvelles pendant 1 mois et demi. Putain, 1 mois et demi c'est long. Hein. On a eu une conversation par message où il a compris le mal que ça me faisait. On s'est revus hier soir, il s'est excusé 1000 fois. Il m'a dit qu'il ferait tout pour me prouver qu'il était de retour pour de bon, notamment après que je lui ai dit qu'il allait ramer pour me récupérer. Depuis j'ai très peur qu'il m'abandonne encore après que je me sois réattachée à lui. Tu en penses quoi toi? C'est un mec vraiment bien, mais il a perdu ses couilles et les a mises dans un tiroir je crois. Hashtag problème de grand. Comment ça il a perdu ses couilles et les a mises dans un tiroir? Je comprends pas cette dernière phrase. Enfin bref, on va faire comme s'il n'y avait pas cette dernière phrase. J'en pense quoi moi? C'est une bonne question ma Gertrude. J'en pense que je vois parfaitement ce qui te fait penser que tu le sais au fond de tes tripes, c'est l'homme de ta vie, etc. Très souvent, tu sais, quand il y a tout un périple comme ça dans l'histoire d'amour, très romancé en fait, hein, c'est ce que je disais avant de lire l'histoire. C'est vraiment un roman à l'eau de rose votre truc. Vous vous êtes rencontrés, il y a eu le coup de foudre, t'es parti et puis finalement il est revenu et t'as dit non et puis finalement c'est toi qui es revenu et il t'a dit non et puis là vous vous retrouvez, tu retombes amoureuse et puis c'est lui qui part, puis finalement on se retrouve encore et puis là ça y est, toi t'es prête et puis lui il est pas prêt et puis finalement il revient et alors là il se met à genoux. Enfin tu vois, ça fait beaucoup d'allers-retours et tu m'étonnes que là tu sois en mode tananan. Attends, vous vous êtes abandonnés l'un l'autre tellement de fois, tu m'étonnes que vous soyez en insécurité l'un avec l'autre. Et en même temps, l'histoire est très très forte parce que ça date de plusieurs années, de plus d'une dizaine d'années d'ailleurs, puisque t'as 28 ans et que vous êtes rencontrés au lycée. Finalement, t'as jamais réellement envisagé ta vie amoureuse sans l'avoir lui en tâche d'arrière-plan, tu vois. Donc c'est très bizarre de se dire que ce serait pas lui l'homme de ta vie. Maintenant, il y a une chose qu'il faut que tu te mettes en tête, ma Gertrude, c'est que si tu pars du principe que c'est lui l'homme de ta vie, il y a un moment il va falloir arrêter de te dire ah mais si jamais il me réabandonne. Non, soit c'est lui l'homme de ta vie et tu mets all-in et t'y vas, soit t'as peur et tu te dis ah mais non mais peut-être qu'il va me réabandonner, auquel cas c'est pas lui l'homme de ta vie. Mais tu peux pas te convaincre que c'est lui l'homme de ta vie et en même temps te torturer l'esprit à te dire oh mon dieu mais s'il me réabandonne. Soit t'es all-in, soit tu l'es pas. Si tu l'es pas, honnêtement passe à autre chose. Si tu n'arrives pas à te défaire de cette idée selon laquelle peut-être il va te réabandonner, lâche l'affaire. Alors donne-toi un petit peu de temps hein, mais tu ne seras jamais heureuse dans cette relation si tu n'arrives pas à t'ôter de l'esprit que peut-être il va t'abandonner. De toute façon je vais te dire une bonne chose, ce serait quelqu'un que tu connais depuis une semaine ou ce serait lui, dans tous les cas, il y a toujours une chance qu'on finisse par se séparer. Il y a toujours une chance qu'on finisse par s'abandonner. D'ailleurs, si je puis me permettre, c'est quand même toi qui l'as largué la première. Je dis ça, je dis rien. Donc en fait, tu me dis ah mais j'ai trop peur qu'il m'abandonne de nouveau. Bah toi aussi tu l'as abandonné, tu vois. Donc soit on se pardonne l'un l'autre et on se fait confiance cette fois-ci, on y croit et comme je te disais all-in, soit on n'y arrive pas, auquel cas il faut passer à autre chose et du coup se rendre à l'évidence, non, ce n'était pas lui l'homme de ta vie. Je reçois énormément de messages privés sur Insta, énormément de questions avec des gens qui prennent rendez-vous sur mon site utilefutile.fr autour d'idées très romancées comme ça. Oh, je sais que c'est l'homme de ma vie, je le savais au fond de mes tripes. Ou alors, qu'est-ce qu'on m'a dit l'autre jour? Est-ce que tu crois aux amants maudits? On m'a dit ça. Est-ce que tu crois aux amants maudits? Et en gros, les amants maudits, c'est des gens qui sont faits pour être ensemble, mais qui malheureusement ne seront jamais ensemble. Non, honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est seulement des jeux de ton esprit pour te convaincre que c'est cette histoire-là qu'il te fallait, alors qu'en fait non. Amant maudit, ça veut rien dire. Ça veut juste dire que vous étiez pas fait pour être ensemble. Si vous êtes pas ensemble, c'est que vous étiez pas fait pour être ensemble. Point. Comme disait Céline, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. L'amour, c'est pas suffisant. Comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs, il faut aussi avoir les mêmes valeurs, avoir les mêmes projets, avoir les mêmes envies. S'il y a pas tout ça, bah c'est bien beau de s'aimer, mais on fera qu'un petit bout de chemin ensemble. Et c'est pas grave. Mais c'est ce que je disais dans l'histoire précédente. Soit on est prêt à ne faire qu'un petit bout de chemin ensemble parce qu'on a quand même envie de vivre ce qu'on a à vivre ensemble, et c'est ok. Soit on a déjà envie de construire quelque chose sur du long terme, on sait qu'on ne veut pas un petit bout de chemin, on sait qu'on veut le chemin en entier, auquel cas on passe son chemin. Faut savoir ce qu'on veut, en fait, tout simplement. Donc ma Gertrude, je comprends que tu aies peur, mais pour résumer encore une fois, soit tu fais all-in, parce que tu arrives à faire abstraction de cette peur de l'abandon et tu lui fais confiance, en fait, soit tu n'y arrives pas. Bien entendu, moi ce que je te conseillerais de faire dans l'absolu, c'est surtout, évidemment, de le faire ramer un petit peu, parce que oui,
t'as besoin quand même d'être rassuré, mais le fais pas ramer non plus 3 mois, tu vois, ça sert à rien. Fais-le ramer 2-3 soirées d'affilée, peut-être un peu plus si t'en as vraiment besoin, mais après il y a un moment en fait, tente, vois si tu arrives à lui faire confiance et vois comment ça évolue en fait. Parce que tu sais, c'est pas parce que tu vas le faire ramer 3 mois au lieu de 3 soirs que t'as plus de chances qu'il reste. D'ailleurs, tu seras même pas forcément beaucoup plus rassuré si tu le fais ramer 3 mois que 3 soirs. Ce qui compte, c'est pas le temps où il va ramer pour enfin t'avoir. Ce qui compte, c'est combien de temps il va rester une fois qu'il t'a eu. Et ça, de toute façon, tu vas très vite le sentir. Mais voilà, rends-toi compte que soit tu réussis à lui refaire confiance, soit t'y arrives pas. Si t'y arrives, tant mieux, all-in. Si t'y arrives pas, c'est que c'était pas lui, c'était pas l'homme de ta vie et que tes tripes t'ont menti. On termine avec l'histoire de Gertrude et ça va faire écho à la phrase que j'ai dite tout à l'heure où j'expliquais que tu peux forcer personne à avoir des enfants mais tu peux forcer personne à ne pas en avoir non plus. Je te la lis et tu vas comprendre. Elona, je te la fais courte, je suis depuis 1 an et demi avec un papa d'une petite fille de 5 ans. Quand on s'est mis ensemble, il m'a dit qu'il était ok pour avoir d'autres enfants. 1 an plus tard, il me dit qu'il ne peut pas se projeter pour avoir d'autres enfants parce qu'il aurait l'impression de trahir sa fille. Il est beaucoup séparé d'elle parce qu'elle habite à 4 heures de route et il est rongé par la douleur et la culpabilité de cet éloignement. Je le comprends, mais du coup je ne sais pas quoi faire. On n'en a pas parlé beaucoup, mais à chaque fois c'est des discussions bienveillantes mais qui font mal. Je sens que la porte n'est pas totalement fermée mais pour l'instant il bloque de fou. Moi j'ai 31 ans, des questions plein la tête, énormément d'amour pour lui et mal au cœur. Désolée pour le pavé, merci pour ce que tu fais, #problème de grand. Ah ma pauvre Gertrude. C'est compliqué parce que effectivement, bon t'as 31 ans tu vois, donc le fameux problème de l'horloge biologique, en vrai t'as le time tu vois. Et moi ce que je vois c'est que t'es précisément dans le piège de je l'aime, il y a un petit espoir donc j'ai envie d'attendre et en même temps bah je peux pas non plus attendre 5 ans parce qu'il y a un moment entre le temps de retrouver quelqu'un, que la relation dure suffisamment longtemps pour bien apprendre à se connaître et profiter du temps sans enfant et le temps de réussir à tomber enceinte et d'avoir l'enfant. Enfin, tu sais, il y a un moment, oui, on a le temps sans avoir trop le temps, quoi. Donc je comprends tout à fait le dilemme dans lequel t'es et en plus, de toute façon, tu l'aimes cet homme, donc t'as pas envie d'être avec quelqu'un d'autre. Je comprends que la situation soit délicate et selon à quel point toi tu te sens pressé, parce que encore une fois, l'horloge biologique, c'est un argument sans en être un. T'as 31 ans, il y a aussi des femmes qui tombent enceintes à plus de 40 ans, tu vois. Donc à toi de voir aussi quels sont tes projets de vie et puis à quel âge t'as envie d'avoir un enfant, en fait, tout simplement. En fonction du temps que tu estimes que tu as encore à perdre entre guillemets dans le sens où tu ne sais pas où tu vas avec lui, attends un petit peu mais il y a un moment où il va falloir avoir la conversation de écoute, moi je sais ce que je veux c'est un enfant et idéalement j'aimerais l'avoir avec toi parce que toi je t'aime, qu'est-ce que tu en dis? En fait ouais, il faut crever l'abcès quoi, il va falloir le faire parce que tu vas pas pouvoir rester dans cet entre-deux trop longtemps parce que in fine, malgré tout, comme je te disais, on force pas quelqu'un à avoir des enfants, on force pas quelqu'un à ne pas en avoir, dans tous les cas, celui qui gagne c'est celui qui en veut pas, enfin c'est celui qui en veut pas. J'imagine que t'as pas envie de faire un enfant dans le dos à cet homme, tu vois, si tu l'aimes t'as pas envie de lui faire ça, mais parallèlement si lui il t'aime, bah il a pas envie de te priver d'avoir des enfants alors que c'est quelque chose qui te fait envie, tu vois. Donc voilà, prends ton temps, mais au moment où tu te sentiras prête, il va falloir assumer devant lui que, écoute mon coco, je t'aime, c'est avec toi que j'en ai envie, mais si tu n'en veux pas, j'irai chercher ailleurs en fait, et notre histoire s'arrêtera. Parce que toi au début de la relation t'as été clair, t'as dit je veux un enfant, il t'a dit ok, pas de problème, et maintenant il revient sur sa décision. T'as besoin d'une réponse claire. Soit c'est oui et il te dit combien de temps encore on attend, et par exemple je sais pas moi, à partir de dans X mois ou X années, si vous avez le temps, on commence à lancer un baby, ou à essayer en tout cas, ou alors la réponse est non. Si la réponse est oui, on attend tant de temps, vois si ça te convient d'attendre tant de temps. Mais si la réponse est non, ça veut dire qu'en fait il va falloir se séparer. Mais voilà, pour moi, toute la complexité de ta situation tient à assumer réellement ce que tu veux et à assumer le fait qu'en fait ce que tu veux en matière d'enfant, ça passe au-delà de l'amour que tu as pour cet homme. Et aussi quand même rappeler dans la conversation que il te doit une réponse claire et honnête. Il te la doit. S'il t'aime, il te la doit. Et s'il te respecte surtout, il te la doit. Parce qu'encore une fois, on ne force personne à avoir un enfant, mais on force personne à ne pas en avoir non plus. Donc voilà, j'imagine que c'est précisément ce que t'avais pas envie d'entendre, mais c'est ça. Il va falloir assumer, avoir la conversation sans détour, une conversation d'adulte, hein, il n'y a pas besoin de monter dans les tours, mais aller droit au but. Et puis j'espère pour toi que vous tomberez d'accord, parce que ce serait merveilleux, mais si vous ne tombez pas d'accord, tu connais l'issue de la situation. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les problèmes de grands, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a aidé. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera drôlement plaisir. Si tu souhaites discuter avec moi en direct et surtout en privé de ton histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de ce que tu veux, je te rappelle que c'est possible, j'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Je t'ai mis le lien dans la description, tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de choses à raconter, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur de me déranger ou que sais-je, sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives sur YouTube directement. Il y a qu'eux
qui peuvent les voir, il y a que eux qui peuvent interagir avec moi pendant cette demi-heure de live. J'essaie d'en faire 2 ou 3 par semaine, c'est hyper sympa. Ils ont aussi un salon Discord où ils discutent tous entre eux. Enfin bref, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Pour finir, je te rappelle que mon livre Parlons Cash est toujours disponible aux éditions Larousse. J'y parle d'amour, de séduction, de sexualité notamment. Tu peux te le procurer en librairie, dans certains supermarchés et sur internet aussi. Bien entendu, je t'ai mis un lien dans la description. Si tu te le procures, envoie-moi une petite photo sur Insta, ça me fera drôlement plaisir. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.